Nous sommes ici à Paris, à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale. C'est dans ces murs qu'en 1848 fut signé par Victor Schœlcher le décret d'abolition de l'esclavage. L'esclavage, ce long crime contre l'humanité, la traite négrière, ces crimes qui ont fait la richesse de la France, l'accumulation primitive du capital. Et si nous sommes ici, c'est parce que ces murs abritent désormais la fondation pour la mémoire de l'esclavage. Une fondation issue d'une loi, une loi votée unanimement en 2001, il y a 25 ans, la loi Taubira, déclarant justement que l'esclavage et la traite sont des crimes contre l'humanité. C'est Christiane Taubira qui a défendu cette loi, elle est notre invitée. Bienvenue à l'échappée. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien, d'une part, et l'esclavage, d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constituent un crime contre l'humanité. C'était il y a 25 ans, le 21 mai 2001, cette loi qui décrète, qui promulgue, qui affirme que l'esclavage et la traite furent un crime contre l'humanité, vous en êtes l'autrice, Christiane Taubira. C'est vous qui l'avez proposée, elle fut adoptée à l'unanimité, chose rare dans l'histoire de notre République. Jacques Chirac était président, Lionel Jospin était Premier ministre, et vous aviez prononcé 2 ans avant, en 1999, le discours qui proposait cette loi en disant combien il ne s'agissait pas d'un objet froid d'étude, combien ce passé était aussi dans notre présent, combien il n'y a d'histoire qu'au présent. Alors ma première question, toute simple, 25 ans après, quel est votre regard dans un monde où les crimes contre l'humanité se perpétuent encore, où le suprémacisme raciste est de retour à l'échelle de la planète? Qu'est-ce que vous vous dites 25 ans après? Alors, ça peut être un regard affligé parce qu'effectivement, l'état du monde, l'état de la planète aussi, sont des sujets de préoccupation majeure parce qu'on a l'impression que tout ce qui apparaissait comme des conquêtes, je pense à l'humanisme, je pense à l'universalisme avec toutes ses ambivalences, bien entendu, mais à l'universalité, à la relation, pour penser très vite à Édouard Glissant qui pensait le monde et les interactions poétiques entre les différentes parties du monde. Évidemment, on peut jeter un regard affligé sur cet état du monde, et en même temps, parce que je parcours le monde, parce que je continue à lire, parce que j'observe les générations qui montent, je conserve mon optimisme de combativité. Je pense qu'il y a des conquêtes individuelles et des conquêtes collectives qui se poursuivent. Je pense qu'il y a des interstices, je pense qu'il y a qu'on cogne sur les murs, mais qu'on arrive à cogner, à y laisser des traces et des creux, des bosses même. Donc voilà, j'ai ce regard-là. Donc je ne sous-estime pas les tragédies du monde, parce que nous les avons sous les yeux, et nous les avons à une période où nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas les voir, où nous n'avons pas à attendre que des historiens aillent consulter les archives pour savoir. Nous savons au quotidien. Et en même temps, la mobilisation des peuples, des revendications, des mouvements citoyens, des mouvements politiques partisans, des mouvements éphémères. Voilà, il y a ça, nous sommes dans ce monde-là. Donc 25 ans après, j'avais tenu à ce que la conjugaison soit au présent. La traite, l'esclavage constitue un crime contre l'humanité. Il est inextinguible, ce crime. Vous évoquez, au fond, cette éternité sans cesse recommencée, des luttes, des résistances, toute votre vie, tout votre itinéraire en témoigne. Nous accueillons ici une grande dame, une Guyanaise, j'insiste, une Américaine, qui a la nationalité française par le fait de l'histoire, mais qui témoigne du monde, du tout monde, comme disait Édouard Glissant, que vous avez cité, et vous êtes ici pour cette échappée dans un lieu qui dit toute cette histoire.
C'est dans ces murs que le 27 avril 1848, le sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, Victor Schœlcher, a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Il y avait avant tout cela toutes sortes de résistances des esclaves eux-mêmes, des marrons et des révoltes. On va parler d'Haïti ensemble. Et puis ce lieu n'est pas n'importe lequel. La place sur laquelle cet hôtel de la Marine donne, la place de la Concorde, s'est appelée un temps place de la Révolution, et c'est ici même que Louis XVI fut décapité, fut guillotiné. Alors je convoque tout ça parce que j'ai commencé en vous demandant votre regard. Et pour préparer cette émission, j'ai relu ce livre qui est « L'esclavage raconté à ma fille ». Et il y a quelque chose qui résonne totalement dans notre présent. C'est qu'à un moment, donc c'est un dialogue imaginaire, enfin peut-être que vous l'avez vraiment fait avec votre fille, et à un moment elle dit « Mais quand même, la France des libertés, ce n'est pas une vue de l'esprit ». Alors vous lui répondez « La liberté semble s'accommoder diversement ». La France, il y a des hauts et des bas. Une chose d'abord, et c'est vous qui renvoyez la question, si je te dis terre de la liberté, à quel pays penses-tu? Et réponse de votre fille, aux États-Unis, bien sûr. Et du coup, s'engage un dialogue entre vous et elle, et où vous faites part déjà à cette époque de votre réticence par rapport à ce pays de la liberté, etc. Vous dites, j'avoue que je suis plus angoissé que subjugué par les contradictions de ce conglomérat d'États. On y trouve le pire et le meilleur. Et vous rappelez combien toute l'histoire américaine de cette guerre d'indépendance de colons contre la puissance coloniale s'est accompagnée de toutes sortes d'accommodements jusqu'à une terrible guerre intra-américaine, la guerre de sécession, 700 000 morts, la ségrégation jusqu'à il y a peu. Combien, au fond, est-ce que la violence de Trump, de ce monde dans lequel nous sommes, n'est pas le long héritage de ces siècles de violence? Alors, les violences de pouvoir ne viennent jamais de nulle part. Oui. Et il y a eu de grands penseurs, je pense à Walter Benjamin, je pense à Paul Ricoeur, à Max Weber, il y a eu des théoriciens, même Hobbes avant, il y a eu des théoriciens de la violence. Donc on sait que la violence ne vient pas de nulle part. Des personnes comme Benjamin et Ricoeur notamment expliquent comment le droit lui-même est à sa genèse dans la violence, et que justement le droit qui indique ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, il est enraciné dans le fait qu'il y a eu des affrontements et qu'il y a eu des victorieux, qu'il y a eu des vainqueurs. Donc moi je n'ai pas, autant je suis attachée au droit international, au droit interne et aux formes différentes de droit, que ce soit le droit continental qui est très codifié ou la common law qui est très, très structurée autour des jurisprudences. Je suis très attachée au droit parce que je pense qu'aucune société, aucune communauté humaine ne peut vivre paisiblement sans règles. Donc, le droit, c'est un ensemble de règles. Alors, il y a du droit non écrit, il y a du droit coutumier, c'est un ensemble de règles. Donc, les violences d'État viennent de quelque part. La question est comment on régule la violence d'État. C'est la grande question de Montesquieu. Comment le pouvoir arrête le pouvoir? C'est l'équilibre entre les pouvoirs. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est pour M. Trump, mais aussi pour M. Milei, mais aussi ici en France, mais comment le pouvoir exécutif qui accapare l'essentiel du droit peut être arrêté par d'autres pouvoirs. Et moi, je crois que c'est vraiment la question majeure. Je pourrais facilement, parce que le président des États-Unis m'exaspère au plus haut point, je pourrais facilement vraiment me laisser aller sur lui. Mais je dis, qu'est-ce que ça nous enseigne de la démocratie américaine, celle qui a été sublimée par Tocqueville notamment, mais qui n'était déjà pas sublime à l'époque, enfin John Brown et tout ce que vous avez rappelé. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui aux États-Unis d'avoir cette violence? Donc en fait, d'une certaine façon, et c'est peut-être ça la différence qualitative avec M. Trump, c'est que d'une certaine façon, on institutionnalise à nouveau la violence raciale et raciste. Donc, la question pour moi, ce n'est pas tellement M. Trump, je suis angoissée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est profondément cynique, incontestablement imbécile et inculte, mais pas totalement idiot, imbécile et inculte, mais pas totalement idiot, incontestablement cynique, a le pouvoir sur le bouton nucléaire, le bouton atomique. Donc, c'est une angoisse permanente chez moi.
en sachant qu'il a anticipé, puisqu'il a pris la précaution de neutraliser des contre-pouvoirs qui n'étaient pas des contre-pouvoirs ni neutres ni inertes. Je pense au FBI, je pense à la CIA, je pense au Pentagone. En 48 heures, il les a neutralisés en changeant leur direction. Donc j'ai cette inquiétude-là. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est quelle est la nature de ce consentement au trumpisme. Que nous dit l'Amérique par ce consentement au trumpisme? Puisque M. Trump est arrivé au pouvoir par des élections. Il est arrivé démocratiquement au pouvoir. Donc, que nous dit... Alors, j'interroge évidemment aussi ce que nous dit le Chili qui a connu la dictature de Pinochet, ce que nous dit le Chili en élisant à nouveau un président qui admire Hitler, qui est incontestablement fasciste, raciste, etc. Mais ça n'a pas le même poids dans les équilibres du monde. Ça n'a pas les mêmes conséquences sur le multilatéralisme. Donc la question se pose pour le Chili, mais elle se pose autrement pour les États-Unis. Et moi, mon angoisse et mon inquiétude, c'est que signifie ce consentement à cela. Mais en même temps, il y a des poches de résistance, en même temps, il faut soutenir celles et ceux qui résistent, en même temps, il faut aussi regarder ébloui les espèces de moments, je pense à la mairie de New York, je pense à la protestation des artistes, il y a des moments comme ça qui nous disent que l'Amérique, c'est quand même aussi l'autre Amérique, quoi. Oui, on a eu Bad Bunny qui incarne l'Amérique de la créolisation, l'Amérique du brassage, du mélange, de la relation, qui incarne le refus de ICE, le refus de cette police, de la chasse et à la déportation, puisque c'est quand même ce qu'ils affirment. Ils veulent déporter les étrangers, les migrants, les demandeurs d'asile et d'hospitalité. Et les meurtres. Bien sûr, bien sûr. Je vous écoutais au début, en plaidant pour le droit, et on retrouvait la garde des Sceaux, la ministre de la Justice que vous avez été sous le quinquennat de François Hollande, après avoir été députée longtemps, et c'est dans ce cadre qu'avait été votée la loi sur l'esclavage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas devant autre chose? Normalement, oui. Le droit, c'est l'idée justement que la démocratie suppose des règles, suppose des limites, que je ne peux pas abuser de ma liberté, qu'elle doit rencontrer d'autres obstacles, un pouvoir, des contre-pouvoirs, des séparations de pouvoirs, etc. Ce qu'incarne le trumpisme, et en ce sens c'est un fascisme, comme le poutinisme, comme d'autres, c'est qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limite, il n'y a pas d'ordre international, il n'y a pas de droit international, comme Netanyahou, évidemment, Grand Israël, Grande Amérique, Grande Russie, ce que je veux, je le prends. Et donc, est-ce que nous ne sommes pas, et vous le voyez, vous, depuis le continent américain, dans un moment de bascule, c'est-à-dire que c'est quelque chose de neuf, ce n'est pas simplement la violence que vous rappeliez, elle est toujours tapie, là. Vous citiez Benjamin disait la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. On s'habitue. Mais à un moment, il y a un changement de quantité en qualité. Aujourd'hui, c'est à bas le droit. Quand M. Retailleau, même si je parlais de la France, parle de s'en prendre à l'état de droit, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas de droit des citoyens contre le droit de l'État. L'État a tous les droits. Et donc, est-ce que quelque chose de plus essentiel n'est pas en péril, qui mérite que quand même on s'alarme un peu? On doit plus que s'alarmer. Je pense qu'il faut combattre, il faut résister, il faut résister ouvertement, il faut chercher à résister efficacement. Parce que les protestations sont réconfortantes, mais elles n'ont pas d'effet. On voit bien, ces hommes contestent le droit, c'est-à-dire que c'est la force, et la force absolue. C'est la force absolue, c'est la violence impunie. C'est cela, en fait, la philosophie de ces dirigeants-là. Donc, ce sont des personnes qui mettent la main sur les institutions, violentent les institutions elles-mêmes, transgressent les institutions. Donc, ça n'est même pas remplacer le droit, c'est ignorer le droit, c'est mépriser le droit, c'est cracher sur le droit, c'est piétiner le droit. Donc, nous pouvons être attachés. Moi, je crois qu'il y a deux façons de faire société. Il y a deux façons de créer la cohésion. C'est la force ou le droit.
J'y crois. Alors, si on a une autre façon, moi, je rêverais que ce soit la poésie, évidemment. Je rêverais que ce soit la littérature. Je rêverais que ce soit la musique. Et ça le fait. Dans les salles de concert, ça le fait, la musique. Arriver à créer une cohésion, une harmonie, une vibration collective. La musique sait le faire, mais c'est ponctuel. Donc, c'est le droit, en fait, qui peut créer une cohésion, une solidarité. Le fait que nous soyons différents et que nous l'assumions, que nous ayons des rêves individuels différents et différents, que nous l'assumions, mais que nous nous sentions tenus par un destin collectif qui repose sur des valeurs, sur une perception de la vie, du monde, du rapport aux autres, du rapport à l'environnement, du rapport simplement à la vie. Donc, avec toutes ces personnes, tous ces dirigeants que vous avez nommés, nous avons affaire très clairement à des voyous, c'est-à-dire à des personnes qui ne reconnaissent pas les règles, qui ne reconnaissent pas le droit, qui ne vont convoquer le droit que dans les situations où eux sont en vulnérabilité et vont convoquer des règles qui vont les protéger. C'est dans ces seules situations que ces gens reconnaissent le droit. Mais ces gens-là ne reconnaissent pas le droit en tant que tel. Donc, j'évoquais le multilatéralisme tout à l'heure, mais les règles du multilatéralisme, le fait que les États-Unis aient signé la charte de San Francisco, le fait que cette charte rassemble pratiquement tous les pays du monde, 195 pays aujourd'hui, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Ça ne compte pas, ça ne pèse pas. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense qu'on doit arriver à la conscience que nous, les peuples, c'est nous qui sommes souverains, c'est nous qui sommes la source de l'autorité. C'est à cette conscience qu'on doit revenir. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il fut un temps où le FBI organisait... Enfin bon. En tout cas, il fut un temps où on voyait disparaître des gens. Oui, mais vous voyez... vous disiez c'est des voyous. Je pense nous parlons en plein tourbillon mondial autour de ce que révèle l'affaire Epstein, combien toutes les criminalités s'emboîtent, criminalité financière, criminalité politique, mafieuse, criminalité de sorte d'élite qui se sentent hors sol et hors de toute règle, et jusqu'à criminalité sexuelle. Et même Trump lui-même avait été poursuivi pour des faits de violence sexuelle. Et du coup, face à cette catastrophe qui est là, qui n'est pas à venir, qui est devant nous et qui est monstrueuse, j'ai envie de vous demander, Christiane Taubira, que nous est-il arrivé? Qu'est-ce que nous avons manqué? Vous voyez, j'ai entre les mains, nous partageons cette fidélité et cette amitié, ce texte qu'avait fait Édouard Glissant avec Patrick Chamoiseau, L'intraitable beauté du monde. C'était fin 2008, c'était au moment de cette surprise par rapport justement à ce pays de Yankees, WASP, suprémacistes, racistes, ségrégationnistes. On le voit même dans les mails d'Epstein, ils sont racistes, ils sont bruts de décoffrage, ils n'ont aucune tenue entre eux. Et là, ce texte, c'était une adresse à Obama. Quand même, tout d'un coup, il y a cet Afro-Américain qui est élu président des États-Unis, démocrate, qui s'est opposé à la guerre d'Irak. Et du coup, voilà, il s'adresse à lui en disant la question se pose de savoir si vous n'êtes pas un Yankee, si vous êtes différent. On est en 2008, nous sommes en 2026. Vous avez vous-même fait partie de toutes... par vos engagements, de tous ces espoirs des gauches démocratiques, sociales, etc. Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce que vous diriez à votre fille, aux jeunes aujourd'hui, en vous disant qu'est-ce qu'on a manqué qui fait que quand même la catastrophe est là? On a manqué de la fidélité à nous-mêmes, on a manqué de respect de nos idéaux, on a manqué de courage politique, de courage éthique, de courage, j'allais presque dire même affectif, c'est-à-dire que à quoi ça rime de se battre? On ne se bat pas pour soi, on se bat parce qu'on croit à des espèces de choses immanentes, de sociétés où l'égalité est réelle, où les libertés s'exercent. Et la liberté, lorsqu'elle s'exerce, elle est profondément créatrice, c'est-à-dire où on a des espèces de gerbes de création, d'invention, d'expression, de comportement. C'est à ça que nous avons manqué. Si nous avions cru ce que nous avons dit, si nous avions cru si nous avions continué à croire ce à quoi nous avons cru lorsque nous étions de jeunes idéalistes, en tout cas pour ma part, je continue à y croire. Je
Je continue à y croire, je continue à arroser, je continue à organiser ma vie en fidélité, en cohérence avec ça. Je ne suis pas en train de donner ma vie en exemple et je ne pense pas que ma vie soit exemplaire et je ne veux pas qu'elle soit exemplaire, c'est-à-dire que moi je cultive aussi mes défauts, j'arrose aussi mes défauts. Mais je ne trahis pas ces choses belles qui ont fait que j'ai eu envie d'agir dans le monde, que j'ai eu envie d'aller à la rencontre des autres. Et moi je crois, pour globaliser et appeler tout ça d'une certaine façon la gauche ou les gauches, ce qu'on a lâché, c'est ça. C'est le sens même d'un idéalisme, c'est-à-dire de gens intelligents, de gens cultivés, de gens qui discutent et qui débattent, et qui en même temps continuent à croire comme des naïfs que la liberté, oui, on peut se battre pour les libertés individuelles, oui, on peut se battre pour les libertés publiques, oui, on peut organiser la possible contestation des peuples, oui, le droit de grève est un droit légitime, important à protéger, oui, la justice sociale, ça a du sens, il faut se battre pour la justice sociale. Non, on ne peut pas être heureux en étant riche, bedonnant, obèse, bouffant sans même prendre le goût de la nourriture, ne sachant même plus apprécier un joli tableau ou écouter une jolie musique, découvrir un style musical nouveau, etc. On ne peut pas être heureux si à côté de ça, un ouvrier se gratte la tête pour nourrir ses enfants jusqu'à la fin du mois. Ça introduit une espèce de sauvagerie dans celui qui a et qui reste égoïste, une sauvagerie qu'il ignore peut-être, mais qui est parfaitement visible pour les autres, qui surgit sur son visage, son comportement, dans sa voix, etc. Donc moi, je pense que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons loupé ça, nous avons trahi ça. Et nous, c'est collectif. Donc c'est collectivement que nous devons le retrouver. Et donc l'interrogation ici en France, c'est que deviennent les gauches françaises? Que disent les gauches françaises à la France? Que disent-elles au reste du monde? Que disent-elles en passant à l'Europe? Parce que c'est dévastateur, cette montée des fascismes, cette remontée des fascismes en Europe. Donc, que disent les gauches françaises à la France, à l'Europe et au reste du monde? Que disent les autres gauches aussi? Mon continent, l'Amérique du Sud, il est en train de basculer. Alors, il monte, il descend, il monte, il descend. Parce que, un peu, c'est sa trajectoire depuis 2 siècles. Mais c'est extrêmement angoissant. Sauf que nous avons connaissance permanente du monde, de l'étendue du monde et de l'état du monde. Et pour cela, parce que par cette connaissance, nous portons ce monde-là sur nos épaules. Donc moi, ce que je dirais à ma fille, en tout cas à la génération de mes filles et de mes fils, c'est que nous sommes là, les vieilles et les vieux, pour vous aider à gagner du temps, vous expliquer les choses, vous expliquer comment les choses ont été construites. Moi, je tourne à travers le monde, je dis ça avec beaucoup d'ardeur aux jeunes que je rencontre. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes générations, des vingtenaires, des fins vingtenaires au début quinquagénaire. Les autres comptent aussi, mais moi, essentiellement, c'est ceux-là, les trentenaires là, au milieu. Les trentenaires au milieu, leur expliquer comment est organisé le monde, leur expliquer la logique des choses, leur expliquer la logique des systèmes, les systèmes qui nous dévastent, le système capitaliste. Alors, la garde des Sceaux va revenir encore un petit peu sur la scène. On ne parle jamais, par exemple, des tribunaux d'arbitrage. Il y a une captation et une pollution, une perturbation de la justice qui est phénoménale, là. Phénoménale. C'est-à-dire que les États sont soumis à des arbitrages qui sont faits par des individus qui, incontestablement, ont des intérêts financiers, matériels considérables, des décisions qui sont prises par des juges qui peuvent devenir avocats d'ailleurs, c'est-à-dire qui peuvent juger en même temps qu'ils peuvent défendre, machin, et presque systématiquement, les multinationales gagnent contre les États. Et il faut qu'on réalise sur quel type de sujet, de contentieux, les multinationales gagnent contre les États. Maurice c'était l'Australie, je crois. Les cigarettes, Maurice, attaquent l'État australien parce que l'État australien a pris des mesures de santé publique pour protéger sa population. Il y a eu des tas de contentieux, sans compter les fonds vautours. Il y a eu des tas de contentieux où des multinationales gagnent, dans ces tribunaux d'arbitrage, auxquels ont consenti les États, lorsque les États prennent... Même la France était attaquée, je crois.
sous M. Macron d'ailleurs. Hein. Elle a été attaquée il n'y a pas si longtemps que ça, sur une mesure. Ça va. Mais de toute façon, il y a même un exemple que vous avez bien connu comme garde des Sceaux d'arbitrage privé contournant la justice, s'appelle l'affaire Tapie en France. Absolument. Et c'était M. Sarkozy qui a permis ça à l'époque. Voilà. Alors, donc, il faut s'interroger. Donc, ce sont des forces. Nous avons à lutter contre des forces qui ont pénétré, y compris le système démocratique, parce que, en fait, le monde est soumis au système capitaliste international et impérialiste, notamment depuis le capitalisme financier, avant le capitalisme financier. Mais depuis le capitalisme financier, l'impérialisme a envahi, mais n'a pas envahi simplement les sphères économiques. Parce que le propre du capitalisme, d'abord, c'est la violence, c'est la prédation, c'est sa nature. Après, on peut avoir un capitalisme éthique. Il y a des tas de gens qui entrent dans les affaires, dans les activités économiques et qui imposent des règles éthiques. Mais ça fait des îlots. Ça ne change pas la nature du système capitaliste. Donc, il faut que nous soyons conscients de ça. C'est que c'est un système capitaliste et financier qui a une capacité de pieuvre sur tout l'état du monde et qui impose aujourd'hui des systèmes de valeurs et impose des règles aux États. Donc c'est contre ça qu'on doit lutter. Et la responsabilité de ma génération, et notamment des personnes comme moi qui ont eu à pénétrer des lieux de pouvoir législatif, pouvoir exécutif, avoir vu de près les mécanismes de fonctionnement de ces pouvoirs-là, avoir vu de près comment ce capitalisme fondé sur la prédation et sur la violence a aussi développé une capacité de domestication du pouvoir politique, notre responsabilité, c'est d'expliquer ça de la façon la plus précise aux nouvelles générations, pour que ces nouvelles générations, et je parle de génération, je ne parle pas de leader, je ne parle pas d'individualité. Moi, ce n'est pas si un jeune de 30 ans, même si Zoran Mamdani, par exemple, on voit bien qu'il change les choses, mais il change les choses en fonctionnant comme génération. C'est ce qui me paraît intéressant chez ce maire de New York. Il fonctionne dans son appartenance à la génération. Sinon, on peut avoir des individus. Nous avons eu un président de la République jeune, mais qui n'a pas montré une sensibilité particulière aux grandes problématiques de l'avenir. Je pense notamment aux questions écologiques. Jeune très vieux. Voilà, aux questions écologiques notamment, il y a des tas de questions qu'il ne comprend pas. Donc voilà, en tant que génération, donc moi c'est un peu mon obsession, ça se voit, hein, je radote depuis un quart d'heure maintenant, c'est un peu mon obsession, donner à cette génération conscience de son appartenance de génération et la presser dans sa responsabilité de prendre les manettes, le gouvernail du monde. Vous m'avez offert une belle transition en parlant de ce capitalisme prédateur. Parce que je reviens à ce que nous commémorons, hein, cette loi, votre loi, la loi Taubira, comme on dit, sur l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas simplement de dire c'était terrible, c'était effroyable. Évidemment que c'était terrible, effroyable. Mais derrière, il y a ça. J'ai amené le livre du crime. C'est le Code noir. C'est une édition du XVIIIe siècle parce que, en fait, le Code noir, il est là, à la fin du livre. Mais en fait, entre-temps, depuis la promulgation du Code noir au XVIIe siècle, il y a eu toutes sortes d'arrêtés. Et qu'est-ce que ça réglemente tout ça? Avec derrière un matériau énergique, hein, ce n'est pas du pétrole, ce n'est pas du charbon. En fait, l'énergie, pour faire fonctionner et s'enrichir, c'est l'homme, c'est l'humanité. Et une humanité qu'on a décidé, c'est l'article 44 du Code noir, on a décidé que c'était un meuble. Un meuble. Déclarons les esclaves être meubles. Et comme tel, entrer dans la communauté, etc. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on discute de comment, au moment de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait du meuble. Le meuble, c'est l'esclave. Et c'est un objet, comme il y a ici, les consoles, les chaises sur lesquelles nous sommes. Et c'est ça qui faisait quoi? C'est là où je veux en venir. Recueil de règlements, édits, déclarations et arrêtés avec le Code noir et l'addition, etc., nouvelle édition. Concernant le commerce. Le commerce. Et là, j'ai amené l'ouvrage de référence qu'on connaît sur toute l'histoire par un témoin, le révérend père Labat,
qui voyage aux îles de l'Amérique, c'était là où la France faisait sa fortune, l'accumulation primitive du capital. Et voilà, c'est un livre sur le commerce, tel point que je pourrais citer plein de passages, mais dans la 4e partie, c'est le sucre, c'est-à-dire comment on fait le sucre. Et là, vous avez, mais il faut rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on parle, c'est un traité de comment faire de l'argent. Et donc, vous avez état des nègres qui sont nécessaires dans une habitation. Et vous avez la liste du nombre. Et puis après, vous avez combien il faut dépenser pour les nourrir. Et vous avez le compte de la dépense, combien ça va vous coûter avec 120 nègres. Et puis, combien en fait vous gagnez. Alors ça vous coûte 6 600 livres, mais vous gagnez 44 600 livres. Donc vous voyez le bénéfice. J'ai apporté ces livres du crime pour nous rappeler ça. Fondamentalement, c'était faire de l'argent. Comme les gens de la Silicon Valley, comme tous ces gens qui sont autour de Trump, comme LVMH et le luxe, puisque Saint-Domingue, Haïti, c'était le lieu, avec le sucre, c'était le lieu des fortunes rapides, du luxe. Et donc, fondamentalement, c'est ça la question. Mais absolument, incontestablement. Alors, on doit beaucoup à Louis Salamolins, philosophe, d'avoir exhumé le Code noir, absolument, d'avoir exhumé le Code noir. Mais vous avez parfaitement raison, c'est complètement une affaire de commerce, c'est complètement des concurrences. Alors, le capitalisme européen naissant et qui s'épanouit et qui a besoin d'espace, de marché, de marchandises, machin, et qui entre en concurrence assez rapidement, d'ailleurs, dans les économies différentes entrent en concurrence. Il n'y a pas d'ambiguïté, et il n'y a pas ce qui est intéressant et tragiquement intéressant dans l'histoire de la traite et de l'esclavage, et donc de tout ce capitalisme qui envahit le monde, qui va mettre le monde sous coupe et qui va soumettre au monde ces règles du commerce, ces règles du marché, c'est qu'il n'y a pas d'illusion, ou plutôt il n'y a pas de faux semblants. Lorsque François Ier dit qu'on me montre la clause du testament d'Adam qui exclut la France, donc qui m'exclut du partage du monde, il n'y a pas d'ambiguïté. Il veut le partage, il veut sa part dans le partage du monde. Ça, c'est pas, et ça, il dit la clause du testament d'Adam, c'est-à-dire qu'il se réfère à l'autorité vaticane, qui est d'ailleurs le pouvoir d'arbitrage entre les grandes monarchies européennes, donc les grandes puissances coloniales négrières européennes. Donc, ils font pas semblant. Ils ne font pas semblant qu'ils croient vraiment que les Noirs sont du bois d'ébène ou que les Noirs sont des meubles. Ils ne font pas semblant. Ils le font parce qu'ils savent que c'est par le droit qu'ils vont tenir les colonies et qu'ils vont tenir leurs droits dans le commerce, mais ils savent que c'est par la force qui rendent les choses possibles. Donc il n'y a pas... Et on voit lorsqu'on lit les archives, les cahiers des maîtres de plantation, donc de tous ces maîtres qui avaient toutes ces personnes esclavisées et qui les traitaient soi-disant comme des meubles, en tout cas comme des biens commerciaux qu'ils pouvaient vendre à loisir en séparant les familles s'ils voulaient, mais qui cependant comptaient sur l'intelligence de ces personnes-là. Comptaient sur leur intelligence pour être plus productives, pour rationaliser la culture de la canne, pour améliorer la mécanique des moulins pour faire le sucre ou le rhum. Donc voilà, comptaient sur l'intelligence de ces personnes-là, sur leur capacité de travail, sur leur ingéniosité, sur leur résistance, sur leur résilience. Donc savaient parfaitement qu'ils avaient affaire à des personnes. Et lorsqu'ils violaient les femmes, depuis les bateaux, depuis les cales de bateaux négriers, et dans les plantations et dans les habitations, lorsqu'ils violaient les femmes, ils savaient bien qu'ils violaient les femmes, pas des meubles. Donc il y a une espèce de... Moi, je trouve qu'il y a un cynisme phénoménal. Il n'est même pas phénoménal, en fait, il est plus terrifiant que ça, il est tranquille. Donc effectivement, c'est bien l'histoire du capitalisme et de l'impérialisme, tel qu'il est un peu raconté par des philosophes européens qui n'ont pas tout compris. Hegel, par exemple, n'a pas compris grand-chose. Hegel et Kant appousaient, comme beaucoup de gens des Lumières, ces préjugés. Vous rappelez d'ailleurs que l'acmé le plus fort de la traite négrière et de l'enrichissement se passe entre 89 et la décennie 90. C'est-à-dire que tous ces hommes qui avaient des plantations, qui avaient des esclaves et tout, étaient en même temps des lecteurs de Rousseau, étaient en même temps habités de ces idéaux, comme aujourd'hui on entend des grandes belles phrases, mais qui vont avec ce que Karl Marx a bien
bien décrit, les eaux froides du calcul égoïste. Notre problème, aujourd'hui comme hier, c'est l'appétit de l'argent, l'appétit de l'accumulation, l'appétit du no-limite, du pouvoir et de l'enrichissement et de l'inconscience. Ça va avec l'extractivisme, question que vous connaissez bien en Guyane, et comment on s'attaque au tout vivant. Tout ça va ensemble. Oui, alors, je vais juste nuancer parce que ce n'est pas nous. Moi, je ne prends pas ma part dedans. Allez-y. Je ne prends pas ma part dedans. C'est-à-dire que, non, vous avez parfaitement raison, j'approuve complètement ce que vous venez de dire, sauf que c'est une catégorie de gens qui sont comme ça, principalement. Alors, leur astuce, leur génie, d'une certaine façon, leur génie maléfique, c'est que d'avoir réussi à persuader des tas de gens que c'est possible. C'est la fameuse théorie du ruissellement. On est riche, on est ultra riche, on est riche. Même si on a 50 vies, on ne va pas arriver à consommer toute la richesse, toute la fortune qu'on a. Mais vous inquiétez pas, si vous travaillez, si vous êtes sage, si vous payez bien vos impôts, etc., un jour ou l'autre, vous aurez peut-être le double de votre salaire. Donc c'est cette théorie terriblement perfide du ruissellement qui contribue à de la paix sociale. Mais ils sont très peu nombreux, ceux que vous venez de décrire. Ils sont très peu nombreux à être extrêmement riches, de plus en plus riches, à accumuler de façon complètement pathologique, à croire en plus à la vie éternelle, à organiser leur cryonisation, etc. Cryogénisation, je ne sais plus. Donc voilà, ils ne sont pas si nombreux. Et c'est ça le paradoxe terrible. C'est que le monde est tenu par une poignée de gens. Une poignée de multimilliardaires, une poignée de dirigeants politiques corrompus, une poignée de lâches. Le monde est tenu par ça. Et nous sommes des milliards à subir ça. C'est pour ça que moi, je crois que c'est vraiment là qu'il faut travailler. Sauf qu'on ne mobilise pas les peuples comme ça, un peu spontanément. On mobilise les peuples lorsqu'on a réussi à constituer des élites dirigeantes. Et les élites, ce n'est pas forcément des gens archidiplômés. Ce sont les gens qui utilisent leur cerveau. Ce sont les gens qui acceptent de comprendre, de connaître l'histoire. Ce sont des personnes qui acceptent de réfléchir. Dans les élites, il y a des maçons, il y a des charpentiers, il y a des dockers, il y a des personnes qui ont compris la logique du travail capitaliste, de la domination du capitalisme sur les classes sociales, la perfidie justement de ces mécanismes d'aliénation terrible, parce qu'il faut une aliénation colossale pour que nous arrivions à nous laisser diriger par cette poignée de fous, de voraces, de malpropres, j'allais presque dire au sens créole du terme. C'est-à-dire que c'est plus fort que le sens français. C'est-à-dire que tous les vices, toutes les malpropretés, tous les sans-gêne, tous les abus, toutes les obscénités, là, ça c'est dans malpropre. On a une poignée de gens comme ça qui dirigent le monde et qui nous dirigent, nous, des milliards. Donc c'est dans ces milliards-là que nous devons faire émerger, je répète, je reviens obsessionnellement sur la question des générations. Faire émerger une génération. Et je répète, la génération trentenaire cadra, vraiment les 30 cadras là, les 30-40 et puis quelques quinquas, ces gens-là ont conscience de génération, c'est-à-dire en agissant, en se situant dans le monde et dans le temps. Dans le monde, c'est-à-dire en ayant des réseaux de solidarité partout, et dans le temps, c'est-à-dire leur culture électronique, leur culture de l'existence du monde, du fait qu'il y a des cultures partout, qu'il y a des langues partout, que les langues transportent des valeurs, que les langues transportent des connaissances, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures, les langues, qu'il y a des choses fondamentales qui nous sont essentielles et qui sont partagées ou qu'on doit partager. Et le faire en tant que génération, c'est-à-dire penser le monde ensemble. Et je répète, ma génération, c'est les aider à aller vite, vite. Ouais. Vous avez dit, au fond, c'est la vieille formule, hein, les 1% et les 90%, nous sommes 99%, il y a cette infime minorité, c'est même pas 1%, c'est quand on regarde ceux qui sont dans les paradis fiscaux et autres. Et je voudrais qu'on revisite de ce point de vue, au fond, cette scène primitive qu'est la question de cette longue durée de la traite et de l'esclavage. Parce que ce n'est pas, encore une fois, ça nous apporte
de l'intelligibilité de notre présence. C'est ce qu'on se disait par rapport à l'accumulation primitive qui permit ensuite l'essor du capitalisme, la projection de ces puissances impériales sur le monde, le dépeçage de l'Afrique, après y avoir rapté toutes celles et ceux qui allaient devenir esclaves. Pour ceux qui nous écoutent, je voudrais rappeler que tout ça est même dans les symboles de notre ville, soi-disant lumière. Peu de gens savent que le palais de l'Élysée, où règne le président de la République, a été construit par un bonhomme, il s'appelait Crozat, qui était considéré comme l'homme le plus riche de France sous Louis XIV. Et en fait, c'était un homme qui s'occupait de cette traite négrière à Nantes. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune, pour ensuite faire en sorte que le sucre remplace le tabac à Saint-Domingue. Et il avait fait construire ça pour son gendre. Il avait fait en sorte que sa fille épouse un homme. Je faisais un petit aparté. Ils sont 1% et nous sommes 99%. Mais ils ont une ruse. Vous me demandiez, au fond, comment ça se fait? Et leur ruse, depuis toujours, et c'est dans le Code noir, c'est de nous diviser. C'est de nous donner des boucs émissaires. C'est évidemment tous les racismes, mais c'est très intéressant de rappeler quand même cet article 1er du Code noir. Parce que c'est un moment où tout se tient, à la fois ce crime, et en même temps toutes sortes d'autres logiques d'exclusion qui vont se passer ici même, et qui vont concerner qui? Ceux dont on parle dans ce que je vais lire. Article 1er du Code noir. Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoreux, etc., soit exécuté, etc., enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, etc. En l'occurrence, il s'agissait de Juifs ayant fui les persécutions au Portugal et en Espagne, et qui avaient fait, puisque la conquête, le voyage de Christophe Colomb, 1492, c'est en même temps l'expulsion des Juifs d'Espagne et qui va continuer au Portugal. Je vous rappelle ça parce que j'ai amené dans l'histoire mondiale de la France, superbe livre coordonné par Patrick Bouchon, il y a un article sur le Code noir qui rappelle comment, en fait, tout se tient. Ça va être en même temps le moment de la révocation de l'édit de Nantes et de la persécution des protestants. Ça va être ce moment où on va théoriser, au fond, la ligne de couleur, parce qu'on va inventer le blanc et le noir dans le Code noir. C'est ça que ça veut dire. Et cet article de Jean-Frédéric Chaume dit, au fond, Louis XIV, en fait, ne concevait pas de limite, on en revient, pas de limite, dans sa course à l'hégémonie géopolitique en Europe. Le roi Soleil aurait pu faire sienne la devise de Charles Quint, plus outre, c'est-à-dire pas de limite, pas de limite. Et on en revient au pas de limite de M. Trump. Et derrière ça, la hiérarchie des humanités. Et nous ne serons pas à l'abri, puisque là, on parle des esclaves, mais on parle des Juifs, mais on parle des protestants, on parle de toutes les discriminations, et évidemment, personne n'est à l'abri à partir du moment où on accepte qu'un autre, à cause de sa couleur de peau, de sa religion, de son origine, soit discriminé. Oui, mais c'est une grande escroquerie, parce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est une grande escroquerie. On peut trouver dans l'histoire des tas d'exemples d'exceptions. Alors, c'est important de le rappeler, pour qu'en face, effectivement, on s'attache aux valeurs. Lorsque j'évoque les valeurs tout à l'heure, moi, je n'y mets pas d'exclusif, je n'y mets pas d'exception. Il n'y a pas de territoire exclu, il n'y a pas de petite zone exclue dans un territoire, il n'y a pas d'exception. Lorsque je parle d'égalité, mais c'est l'égalité pour toutes les personnes humaines. Lorsque je parle de liberté, c'est la liberté due à toutes les personnes humaines. Ce qui fait que l'être humain est un être de raison. En tout cas, je regarde l'être humain comme un être de raison parce que je considère qu'il est capable de vivre sa liberté. De vivre sa liberté, ce n'est pas d'écraser le voisin. Donc, pour moi, il n'y a pas, mais vous avez raison de rappeler, mais toute cette période-là, toute la période de la traite et de l'esclavage, c'est une période qui, justement, a reposé sur cette logique de la segmentation, de la fragmentation, de la hiérarchie, enfin, les grandes théories. Toutes les sciences
ont contribué, ont collaboré, je vais dire carrément, brutalement, ont collaboré au système racial et raciste de la traite de l'esclavage. Toutes les sciences humaines, les sciences sociales, les pseudo-sciences dures avec les histoires de mesures de crâne, de forme du nez, etc. Donc tout, mais ils n'y croyaient pas, eux. Ils émettaient ces doctrines pour que les opprimés y croient. Mais eux-mêmes n'y croyaient pas. Et parmi les abolitionnistes, il y en a qui... comment dire? Parce qu'il y a des catégories, il y a des abolitionnistes, j'allais presque dire abolitionnistes absolus. Schellcher l'a été pendant une période. Après, la lutte était extrêmement dure aussi. Je veux dire on a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Alors, il reconnaissait, puisque c'est quand même le siècle de la propriété, hein, le siècle des Lumières, c'est le siècle de la propriété. Donc, il reconnaissait la nécessité d'indemniser les maîtres d'esclaves, mais il disait aussi qu'il fallait indemniser les personnes qui avaient été esclavisées. Il n'a pas gagné du tout sur ce terrain-là. Il était le seul, d'ailleurs, sur cette ligne-là. Alors que les lobbies coloniaux, les lobbies de planteurs étaient extrêmement actifs, extrêmement déterminés, extrêmement entreprenants. Donc, voilà, et ils ont été indemnisés. Il y a une excellente thèse de Jessica Balghi qui a obtenu, d'ailleurs, le prix de thèse il y a 2 ans, prix de thèse créé dans le sillage de la loi. En fait, la loi a quand même, en 25 ans, vous me demandiez en première question, en 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Nous sommes là dans le siège qui ici, dans ces murs, il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une institution publique et qui a succédé au Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, créé par la loi et qui a été présidé dans sa première instance par Maryse Condé, l'immense, grande et belle Maryse Condé. Écrivaine guadeloupéenne. Grande écrivaine guadeloupéenne. Grande penseuse, vraiment. Donc, voilà, nous sommes là. Donc, des choses se sont faites. Donc, il y a ce prix de thèse dont l'objet, c'est l'indemnisation et tout le cadre juridique. Jessica Balghi a fait un travail considérable de recherche d'archives, et il y a tout le cadre juridique, les débats, les ordonnances, etc., et les dotations qui ont été liquidées, d'ailleurs, en peu de temps, je crois, en 5 ans. Et il me semble, de mémoire, c'est à vérifier, que ça équivalait à pratiquement 7% du budget. Donc, ça n'est pas négligeable. Donc, ces gens-là, dans leur façon de fragmenter nos humanités pour créer des concurrences, des rivalités entre nos humanités, savaient bien ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Nous savons bien que ça n'avait pas de sens parce que nos ancêtres ont lutté ensemble, ont eu de vraies solidarités ensemble, il y a eu de vrais antagonismes, il y a eu de vraies solidarités aussi. Et nous sommes issus aujourd'hui de cela. Et nous choisissons de prendre la part des solidarités, de renvoyer les contradictions, les affrontements, les rivalités, les antagonismes à leur caractère artificiel et de continuer à arroser et à faire s'épanouir ces solidarités qu'il y a entre nous. Moi, je ne connais aucun millimètre d'argument qui justifie qu'une personne en tant que telle soit rejetée, en tant que telle. Aucun argument ne tient face à cela. Autre chose, caractère, tout ce qu'on veut, mais aucun argument ne tient face à ça. Donc, ni la religion, ni l'apparence physique, ni la morphologie, ni la culture, ni la langue, ni l'accent, ni les goûts, rien du tout ne peut justifier cela. Et c'est ça qu'on doit arriver à abolir, justement. Abolir de façon à ce que nous, masse de l'humanité, les fameux 99%, nous reprenions notre destin en main. Parce que pour l'instant, notre destin est entre les mains du 1%. Les vents mauvais dont nous parlons ont porté cet imaginaire de division. Ton problème, ce n'est pas tes problèmes sociaux, ce n'est pas tes problèmes écologiques, c'est ton voisin, c'est celui qui vient d'arriver, etc. Et au fond, c'est le poison de l'inégalité naturelle, des hiérarchies des humanités. Nous parlons une même langue qui est fondée sur ce saut de l'ange dans le vide, la proclamation de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance. On ajouterait aujourd'hui de sexe, de genre, par rapport à tout ce qui s'est fait. Et cette proclamation, on le voit bien en 1789, quand elle est faite, c'est un saut dans le vide, puisqu'il n'y a aucun droit, justement, ni droit politique, ni droit des esclaves, ni droit des colonisés, ni droit des femmes. Pourquoi je vous dis ça ?
j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous revisitez, comment la digue n'a pas été tenue parfois. Je vous lis dans ce livre très douloureux que vous avez fait, Murmure à la jeunesse, au moment où justement vous menez une bataille contre le fait que certains, comme vous le dites, cédaient à la coulée d'angoisse et se laissaient entraîner, au lieu d'endiguer, signe la fin du politique et de la politique. Le glas, plus fatal que l'hallali. Et derrière, en fait, c'est comment a été semé le poison de la préférence nationale, de l'identité nationale. J'ai là, je ne vais pas le reciter, ce manifeste prophétique qu'avait fait en 2007 à nouveau Édouard Glissant, quand les murs tombent, contre le ministère de l'immigration et dans l'identité nationale qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Là, ce que je viens de citer de vous, c'est au moment où la gauche au pouvoir cède sur le terrain de la déchéance de nationalité, comme si c'était une arme qui allait protéger, comme si les auteurs des attentats ne venaient pas de notre pays, n'étaient pas des enfants de notre pays. Et cette arme qui a été utilisée tout de suite par le régime de Vichy et dont l'un des responsables de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Pierre-Yves Bocquet, dans ce texte formidable, montre que c'est dans les soutes, si Marine Le Pen ou M. Bardella deviennent président de la République, en 100 jours, ils changeront la nature de la République en y instaurant la préférence nationale. Et donc c'est ça notre imaginaire commun. Qu'est-ce que vous diriez aussi, toujours ces jeunes générations, sur le fait qu'à gauche, ce poison de l'identité nationale, ce poison de céder sur ce terrain a pu se répandre et que vous en avez été témoin malgré vos alertes, vous n'avez pas pu empêcher à tel point que vous avez quitté le gouvernement à ce moment-là. Oui, comme vous dites, malgré mes alertes, parce que j'ai bataillé pendant 1 mois et demi pour convaincre, et j'ai quand même écrit 3 lettres de démission avant d'admettre que voilà, je n'y parviendrai pas, donc je ne voulais pas, comme j'ai dit au président, je ne veux pas que mon nom soit mêlé à cela. Au président François Hollande et Manuel Valls, c'était le Premier ministre. Voilà. Puisque le président, à ce moment-là, il avait été convenu que ce soit le Premier ministre qui porte le texte de loi. À quoi j'ai répondu, c'est moi la garde des Sceaux, c'est moi qui réponds de la Constitution. Je ne veux pas le faire, je ne vais pas juste détourner le regard en laissant quelqu'un d'autre le faire. Donc je ne veux pas être mêlée à ça, et je suis partie. Et moi, je ne dirais pas que c'est la gauche, parce qu'il n'y a aucune conviction dans cela. La gauche peut se tromper, la gauche peut faire de mauvaises analyses. La gauche peut déduire de ses erreurs des conclusions erronées, justement. Mais ça n'est pas là, ça n'est pas cela, et c'est plus terrible. En tout cas, pour moi, c'est vraiment plus terrible. C'est un jeu. C'est un jeu de strangulation. C'est une tentative. C'est une tentative. Sauf que moi, il y a des choses qui ne peuvent pas être déjouées. C'est pour rester au pouvoir, c'est juste des jeux de pouvoir. C'était à l'époque, il y avait, alors c'était juste après des attentats extrêmement douloureux. J'étais au cœur des attentats en tant que garde des Sceaux, chargée des victimes, chargée des procédures, chargée de la coopération pénale internationale. Donc j'étais au cœur des choses et même partageant avec la ministre de la Santé la responsabilité des morgues. Donc j'étais complètement au cœur des choses. Donc cette tragédie-là, j'en avais vraiment les pieds, les mains, la tête dedans. Donc c'est les grandes tragédies nationales, c'est-à-dire que c'est le peuple tout entier, c'est chacun d'entre nous qui vibre et qui ressent la douleur, en tout cas qui essaie d'imaginer la douleur des personnes qui ont perdu une personne là. Donc on est dans cette dimension-là. Mais il n'y a pas un millimètre disponible pour les calculs politiques. Ce n'est pas concevable qu'il y ait un millimètre disponible pour les calculs politiques. Or là, malheureusement, on se retrouve dans des raisonnements. Calcul politique, peut-être que l'expression est brutale, mais en tout cas, ce sont des raisonnements. Et là, moi, je raisonne pour organiser les choses, mais je ne raisonne pas pour me demander si je peux égratigner un petit peu, moyennement ou beaucoup, une valeur fondamentale. Ce n'est pas possible. Au contraire, les piliers pour tenir bon dans ces moments-là, ce sont les valeurs. C'est l'éthique. C'est ce en quoi nous pensons profondément. Sinon que chacun d'entre nous vive sa vie individuelle. Je peux vivre ma vie, m'enrichir si j'ai envie, faire le tour du monde, avoir de grandes piscines chez moi. Je peux vivre ma vie. Mais si on se permet, si on se mêle de la vie commune, si on se permet de s'engager en politique,
C'est pour améliorer la vie des autres. Donc, on améliore la vie des autres, mais honnêtement, c'est-à-dire que même nos adversaires, il faut qu'ils puissent nous identifier. Ils doivent nous identifier sur nos valeurs. En politique, on se dispute. On se dispute. Et si on ne se dispute plus en politique, on est foutu collectivement. En politique, on se dispute. Mais on se dispute en étant chacun là où il est. Je me dispute de mon terrain, de mon territoire de valeurs, de mon territoire éthique, de mon territoire de conviction. C'est de là que je me dispute. Et je me dispute avec vous sur votre territoire. Je ne viens pas en douce, là, vous contourner et prendre un petit bout de votre territoire. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, je crois, c'est ça, malheureusement. Et ça, je refuse de composer avec cela. Je veux rester sur mon territoire, je veux rester dans mon système de valeurs. La gauche a un capital phénoménal en matière de valeurs, en matière d'exercice du pouvoir aussi. Je veux dire, sous Mitterrand, on peut faire des analyses et des critiques, mais la colonne vertébrale sur les valeurs, il y a des moments où on l'identifie complètement. Sous Jospin, on identifie complètement la colonne vertébrale des valeurs. Donc, moi, voilà, un des arguments que j'ai dit pour essayer de convaincre, c'est que, enfin, le droit du sol, le droit du sang, c'est la gauche, quoi. La nation civique, c'est-à-dire que, quelles que soient nos appartenances, nos apparences, nos croyances, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui on ajouterait nos préférences amoureuses, notre genre, notre autodéfinition du genre, quel que soit, nous sommes des citoyens et le politique se mêle de la citoyenneté. Et vous n'avez pas convaincu. Il ne se mêle pas des croyances des gens. La preuve, hein, je vous dis trois lettres de démission. Bon. Plus un mois et demi à essayer de convaincre, voilà, non, j'ai échoué à convaincre. Parce que ce n'était plus la gauche. Je n'ai pas tellement envie de porter un jugement, une appréciation. Moi, j'ai d'autres raisons sur d'autres sujets, d'avoir beaucoup apprécié les relations que j'ai eues avec le président François Hollande. Donc je n'ai pas envie. Moi, je trouve que c'est déjà assez lourd à porter pour eux, qu'ils se débrouillent avec leur fardeau. C'est assez lourd à porter. Continuons à avancer. Les raisons pour lesquelles ils ont voulu faire cela. Moi, ma consolation, c'est que ma démission a eu un tel effet, j'allais presque dire de souffle, que le truc est tombé, parce que les parlementaires qui étaient eux-mêmes, parce que dans mes arguments pour convaincre, c'était mais dans quelle position on va mettre les parlementaires de gauche en leur demandant de mettre ça, cette espèce de segmentation de la citoyenneté dans la Constitution française. Enfin, cette République qui se proclame indivisible, elle se proclame une et indivisible, pas uniforme, une et indivisible. C'est presque, je veux dire que c'est pas une espèce de truc mégalo, quoi. C'est presque une République qui dit, moi je suis capable, voilà, d'embrasser tous mes enfants, même si vous venez d'ailleurs, vous prenez pied ici dans la société française, vous êtes français, et voilà, votre référence c'est moi, la République. Et voilà, les règles, elles sont dans la Constitution. C'est ça la France. C'est fantasmatique, mais en même temps c'est profondément réaliste. C'est la vie. C'est profondément réaliste parce que c'est la vie. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui prend pied ici, qui fait sa vie ici, etc. Moi, les footballeurs, je me souviens d'une période de machin, j'avais entendu une personne dire, les footballeurs à l'époque, je crois 80% c'était des jeunes qui venaient soit des Outre-mer, soit d'Afrique, etc. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes, de gens racisés, comme on dit, dans l'équipe de France, et je me souviens avoir entendu machin, ils avaient protesté contre un truc, il y avait une histoire de bus, ils n'étaient pas montés dans le bus, etc. Je crois que c'était passé en Afrique du Sud, je ne me rappelle plus exactement. Je me souviens de quelqu'un qui a fait un commentaire après moi et qui a dit « Ouais, ça c'est bien les Français, ça ». Et moi je trouvais ça tellement beau, ouais, tu vois, ils ont tous les défauts des Français. Donc en fait, ils sont totalement français. Et c'est ce que dit la Constitution, la République, c'est ce qu'elle dit, la République, la Respublica, c'est ce qu'elle dit. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre apparence, vos croyances, etc., qui que vous soyez, en tant que citoyenne ou citoyen, vous faites partie de cette nation. Vous faites partie. Et c'est ça la force et la puissance de la France. Donc, tous ces espèces de machins, de capons, sont des capons. Les gens qui ont peur de la France, qui va être submergée, sont des capons. Mais c'est étonnant que ces gens-là accèdent au pouvoir. Ce sont des peureux,
ce sont des lâches, ce sont des faibles, ce sont des gens qui ont peur du quotidien, de la vie des autres. Ce sont des capons. On ne donne pas le pouvoir à des capons. On ne donne pas le pouvoir civil sur l'armée à des capons. On ne donne pas le bouton nucléaire à des capons. On ne donne pas la capacité de définir la politique culturelle à des capons. Ce sont des gens qui ont peur de tout. Donc, revenons à la République et à ce qu'elle promet. Parler de la République, de la France, et en même temps, tout à l'heure, je vous ai présenté comme guyanaise. Et j'aimerais que vous disiez comment vous regardez cette France aujourd'hui. Depuis la Guyane, c'est un pays. Il y a deux autres Guyanes à côté. On n'est pas loin du Venezuela, dont le président, fût-il un dictateur, a été enlevé par la puissance impériale américaine. J'ai dans les mains, j'allais dire un incunable, parce que cette chose-là a été saisie, à peine publiée, les Antilles et la Guyane à l'heure de la décolonisation. C'était en 1961, avec, il y avait certains de vos compatriotes étaient là, aux côtés d'Édouard Glissant, justement, pour le Front antillo-guyanais pour l'autonomie. C'était un gros mot à l'époque. Comment vous voyez l'avenir de la Guyane? La France reste le dernier empire colonial direct. La tragédie de Kanaki nous le rappelle régulièrement. Nous sommes, la France, la deuxième puissance maritime après les États-Unis à cause de cela. Quel est votre regard Vous parliez de votre jeunesse, vous avez été engagé dans les mouvements anticolonialistes. Donc vous parlez au nom de la République, au nom de la France, mais la Guyane doit rester à des milliers de kilomètres dans la France. Il faut garder un empire français. Alors, je ne vois pas où j'irais chercher l'argumentation pour justifier le maintien d'un empire français. Moi, j'ai encore des engagements anticolonialistes, je ne les renie pas. Il se trouve que je ne suis pas en capacité d'action parce qu'on n'a plus de grands mouvements anticolonialistes depuis plusieurs années, j'allais presque dire dizaines d'années. Mais je n'ai jamais dissimulé mes engagements politiques. Quand on me les a reprochés, évidemment, la droite s'est réveillée. Dans la minute où j'ai été nommée, elle s'est réveillée. Et quand on me les a reprochés, je l'ai assumé. Et je me suis dit, c'est au président de la République de décider si, avec ce que je dis, je peux rester au gouvernement ou pas. Donc, moi, je suis absolument au clair avec mes convictions et avec la cohérence de mes actions. Moi, la question pour moi, c'est la loyauté. Vraiment la loyauté. À quoi je suis loyal, à qui je suis loyal. Et pour moi, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Être loyal aux deux, la Guyane, la France et la Guyane. La réalité, oui, mais c'est quoi la France et c'est quoi la Guyane? La réalité, c'est que l'histoire introduit des contradictions. Il n'y a pas la moindre ambiguïté sur le fait que la France a été un empire colonial et impérialiste. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que sous l'impérialisme français, il y a eu le Congo-Océan avec la mutilation de milliers de personnes au Congo, et c'était documenté à l'époque même. André Gide, Albert Londres. René Maran, Albert Londres, c'était documenté à l'époque. Donc les pouvoirs politiques français, monarchistes ou après républicains, savaient parfaitement ce qui se passait. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et moi, je suis loyale aux victimes de ça. Pas à ceux qui ont perpétré ces crimes-là, aux victimes de ça. Donc cette loyauté-là m'interdit d'atténuer ou de faire comme si ça n'est pas grave. La réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, la Guyane, donc la Guyane, la Martinique, Guadeloupe, la Réunion, la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, appartiennent encore à ce qu'on appelle la République française. Bon, ce sont des restes d'empire, c'est absolument indiscutable. Vous arrivez en Guyane, au bout de 24 heures, vous comprenez que vous n'êtes pas dans une région française. Voilà. Vous comprenez que vous êtes en Amérique du Sud. Si vous ne voulez pas voir, c'est votre affaire. Mais en 48 heures, vous le voyez. Bon. Donc, ça, c'est la réalité. La contradiction de l'histoire, c'est qu'il y a eu des étapes. Il y a eu la loi de départementalisation de 1946, qui a été portée d'ailleurs par l'immense Aimé Césaire, parce que c'est une génération qui a cru à la parole de l'assimilation, qui a cru à la parole même si Césaire n'était pas dupe de l'assimilation, trop intelligent, trop brillant, trop sensible pour croire à l'assimilation, mais qui a cru qu'il pourrait y avoir une égalité des droits à 10 000 km. Il y a cru. En tout cas, il a expliqué lui-même que les populations y croyaient, qu'ils n'avaient pas le droit, compte tenu du sous-développement chronique, parce que c'est encore ça. Aujourd'hui encore,
on regarde les indicateurs économiques et sociaux, taux de pauvreté, taux de chômage, taux de marginalisation, taux d'exclusion, criminalité, etc. Les indicateurs économiques disent très clairement on n'est pas en France hexagonale. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc il y a ces contradictions historiques qui sont collectives, qui n'empêchent pas de poser les mots sur les faits. Moi, en toute honnêteté, probité, j'essaie de trouver les mots les plus justes pour les poser sur les faits. Donc la France est dans un rapport colonial avec ces territoires-là, ces pays-là. Maintenant, on ne fait pas le destin des peuples, ni dans des salons de discussion comme ici, malgré la magnificence des lieux, ni par des certitudes individuelles. Moi, chez moi, tout le monde connaît mes positions, claires, elles sont écrites, j'écris des livres là-dessus, je m'exprime là-dessus, je le fais encore là devant vous, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais il n'empêche que la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tous ces territoires, vous rappeliez que la France est la deuxième puissance maritime du monde, c'est grâce à 98% à ce qu'on appelle les Outre-mer. La France est une puissance spatiale, la base spatiale est en Guyane, avec tout ce que ça suppose comme subir les conséquences de cette activité industrielle sur place pour nous, Guyanaises et Guyanais. La France est une puissance nucléaire grâce à la Polynésie, avec tout ce que ça suppose de subir les conséquences en matière de santé aussi, et on sait à quel point il y a eu des pathologies tout à fait meurtrières en Polynésie, aujourd'hui encore. Donc voilà, c'est grâce aux Outre-mer, deuxième puissance maritime mondiale, puissance spatiale, puissance nucléaire, etc. Donc, et puis présence dans des bassins, présence prestigieuse dans des bassins, Amérique du Sud, Caraïbes, Océan Indien, Océan Pacifique, etc. Poids dans l'Union européenne. Donc c'est incontestablement une situation impériale. Après, que disent et que veulent les peuples? Lorsqu'on organise l'aliénation méthodiquement, lorsque on, d'une certaine façon, favorise quand même plus un peu les élites, soit assimilationnistes, soit très frileuses, et qu'on combat très durement les protestations radicales, bon voilà, on en est là. Mais ça, c'est une réalité. Moi, je ne me sens pas déloyale à la France en disant cela, parce que moi, la littérature française, elle m'a bercée depuis ma préadolescence, parce que la Révolution française m'a beaucoup fait rêver, parce que j'ai des amis français intelligents, des femmes, des hommes intelligents, parce que j'ai assumé des responsabilités ici et que j'ai été accompagnée par des assistants, des conseillers de cabinet, par exemple, en tant que garde des Sceaux, de personnes brillantes, loyales, courageuses, avec des valeurs partagées, pas des gens qui faisaient un boulot, des personnes, parce que mes valeurs, je ne les dissimule pas. Donc, quand on travaille à mes côtés, soit on les supporte, minimum, mais soit on y adhère. Et en fait, j'ai eu des personnes qui y adhéraient. Donc, et je crois, je vous parlais de la République française, moi, je trouve, politiquement et affectivement, je trouve ça absolument grandiose. Ça ne m'empêche pas d'avoir la plus grande sévérité, le rejet le plus absolu, le refus le plus total d'accointance avec la part sombre de la France. La collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, les traites qui ont livré des Juifs et des Juifs, tous ceux qui à un moment ou un autre ont fascisé, se sont coquinés avec les fascistes, aujourd'hui encore. Il y a un mouvement fasciste en France, pardon de le dire. Bon, moi, c'est pas ma France, ça. C'est pas ma France. J'ai des accointances avec les personnes qui résistent, avec les personnes qui luttent pour l'égalité sociale, y compris l'égalité salariale, simplement, avec des personnes qui luttent, les associations, y compris les toutes petites, discrètes, qui aident les individus, les personnes qui, même en étant dans des situations sociales et matérielles très moyennes ou même assez faibles, ont toujours quelque chose, offrent, donne un morceau de pain, offre juste un sourire, un verre d'eau, ou offre d'entrer dans la maison, ne serait-ce qu'une petite heure pour bavarder ou pour se reposer. Et ça, moi, j'ai des accointances avec ça, mais voilà, ça ne percute pas mon anticolonialisme. Ça ne percute pas le fait que je conteste les systèmes impérialistes et dominants.
Ces solidarités-là transcendent ces systèmes impérialistes. Et c'est parce qu'elles transcendent qu'elles peuvent vaincre les systèmes impérialistes. Et dans les luttes pour les libérations, à l'époque de la guerre d'Algérie, combien d'intellectuels français, de soldats français, d'ouvriers français se sont opposés à la guerre d'Algérie. Je suis toujours prudente quand je convoque des personnalités publiques. Enfin, quand Simone Veil bataille en tant que directrice de l'administration pénitentiaire pour faire venir en France des prisonnières et des prisonniers algériens, c'est pour les sauver de la mort. Alors, je ne sais pas si elle a jamais proclamé que l'Algérie française était une aberration, je ne sais pas du tout. Mais il y a des actes comme ça, des gestes comme ça, de personnes ordinaires, de soldats de familles tout à fait modestes, qui décident d'objection de conscience, et des intellectuels qui signent oui à l'objection de conscience. Voilà, donc moi, je n'ai pas de problème. La France est composite, elle est contradictoire, elle est différentielle, elle est ce qu'elle est, et c'est parce qu'elle est aussi extravagante qu'elle me séduit autant. On arrive un peu à la fin. Vous m'aviez dit, on en a pour 2 heures ou 3 heures. Bon. Mais je voudrais terminer avec ce qui transcende, justement, et ce qui transcende que vous incarnez dans notre vie publique, qui est très particulier à ce monde de la relation, ce monde où l'Europe s'est projetée, ce chaudron, que fut à la fois la déportation, la créolisation, les archipels, tout ce qu'a bien décrit notre ami Édouard Glissant, c'est la poésie. C'est très particulier, vous êtes capable de réciter toutes sortes de poèmes que vous connaissez, que vous maîtrisez. Le monde dit des Outre-mer est un monde où la politique va avec la poésie. Aimé Césaire était lui-même un grand poète. Paul Niger, Albert Béville, dans son vrai nom, était un Guadeloupéen, est un grand poète. Et il y a, trop peu connu, puisqu'on parle souvent pour la négritude de Senghor et de Césaire, il y a un Guyanais formidable. J'ai quelques livres de lui, Léon Gontran Damas, que vous citiez d'ailleurs dans votre discours de 1999. « Je me sens capable de hurler pour toujours contre ceux qui m'entourent et qui m'empêchent à jamais d'être un homme. » Comment ça se fait que cette France que vous adorez, la France de la République, la France de l'universalisable, celle qui ne se sent pas propriétaire de l'universel, qui va vers l'autre, est en même temps pas tant habitée par la poésie que le monde d'où vous parlez? Pourquoi il y a cette force de l'imaginaire poétique? Nous en avons totalement besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas, là, l'Assemblée nationale est en face, là, les obliger d'aller apprendre plein de poèmes par cœur, là? D'abord, ça leur fera du bien, ça fait du bien. La poésie fait terriblement de bien, mais surtout, la poésie explique tellement de choses. Alors, probablement parce qu'elle convoque notre propre imaginaire et qu'éventuellement, on voit dans les vers plus que ce que les poètes ou les poétesses y ont mis, éventuellement. Mais c'est leur magie, c'est leur puissance, c'est leur talent particulier de faire en sorte que par un choix de mots, ces poétesses et ces poètes convoquent à la fois le monde et nos propres imaginaires, y compris individuels, et arriver à les mettre en résonance. Donc, en tout cas, moi, la poésie me fait beaucoup de bien, la poésie me fait beaucoup de bien, et la poésie m'explique beaucoup de choses. La poésie m'explique le monde aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque je vais feuilleter, moi je feuillette toutes les nuits, je feuillette, alors je ne connais pas tous les poèmes que je lis, mais je feuillette des livres de poésie toutes les nuits, et je retrouve toujours des choses qui résonnent avec ce que j'ai entendu dans la journée, ce que j'ai entendu une semaine avant, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce qui me tourmente. Donc il y a une puissance de la poésie qui est phénoménale. Et je crois que la façon de féconder la politique, c'est sans aucun doute d'en revenir aux idéaux, comme je le disais au début de notre discussion. C'est sans doute de reformuler les grandes et belles perspectives, de redonner corps et substance aux grandes valeurs. Mais c'est incontestablement aussi d'ouvrir les bras, le cœur, la tête à la poésie, d'accueillir en soi les poétesses et les poètes, ces personnes qui sont capables d'aller au-delà du contingent et du quotidien. Parce qu'il nous faut une politique sensible
une politique qui Absolument. soit justement aussi une poétique, qui ne soit pas verticale, qui ne soit pas autoritaire. Absolument. Et particulièrement en ce moment en vous parlant, je suis en train de penser, parce que la poésie, voilà, ça sert à ça, parce que je trouve que nous sommes dans un royaume des désemparés. Et en ce moment, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps où, nous le disions, 99%, nous sommes des milliards. Il y a notre force de travail, il y a nos intelligences, il y a nos capacités, il y a notre vivacité, il y a notre créativité, etc. Et nous sommes écrasés par une poignée, une espèce d'aristocratie financière, qui n'est même pas une aristocratie intellectuelle, même si parfois il y a des intellectuels parmi eux, mais une aristocratie financière, nous sommes écrasés par ça. Et pourtant, nous avons l'air inertes. Lorsque nous protestons, ça a l'air inefficace. Donc voilà, j'ai l'impression, l'image qui me paraît le mieux décrire le moment où nous sommes, c'est une image que j'emprunte à un poète, Abdelatif Lahabi, Le royaume des désemparés. Hein? Il dit, si ça me remonte, dans le royaume des désemparés, l'on pleure au moins et l'on rit. On se fait mal pour se faire du bien. On se ridiculise pour s'estimer un peu. On prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Vous voyez, la gauche, il y a des mots qu'elle ne prononce plus. Donc on prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Les mots de haine, les mots de... Et non, les mots de rêve. Et voilà, les mots proscrits, les mots qu'on ne prononce plus, solidarité, fraternité, accueil, hospitalité, ce sont des mots que la gauche, les gauches ne prononcent plus guère. Bon. Donc on prend d'assaut la prison, en tout cas c'est comme ça que je comprends, hein, oui. La poésie on la comprend comme on veut. Donc on prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits, et autour des rêves menacés par les fauves, on entretient le feu. Nous connaissons les rêves et nous connaissons les fauves. Ça, c'est moi qui ajoute. Hein? Oui. Nous connaissons les rêves et nous connaissons les fauves. Non, Donc, autour des rêves menacés par les fauves, on entretient le feu. Entretenons le feu! Merci infiniment, Christiane Taubira. Merci. Il faut que vous soyez plus souvent parmi nous, traversez plus souvent l'Atlantique. On a besoin de votre parole. Merci pour ces mots d'hospitalité. Merci beaucoup. Mediapart.